La forêt, c'est pas dans le bois qu'elle se trouve, c'est partout. Pour moi, une infrastructure naturelle, c'est utiliser ce que la nature a à nous offrir, puis s'assurer qu'on lui laisse la chance d'être, finalement. Les infrastructures naturelles, c'est vraiment un outil pour nous aider à s'adapter au changement climatique ou favoriser la résilience des villes. Un outil, je pense, qui va être un incontournable, en fait, pour nous préparer aux enjeux de demain. C'est important, les infrastructures naturelles, pour nous donner de l'ombre, pour nous donner de la fraîcheur, pour permettre à l'eau, de la pluie, de s'infiltrer dans le sol et d'évaporer la chaleur. Alors ça, c'est des aspects importants. On prévoit que la pollution de l'air va augmenter aussi, juste à cause, encore une fois, de la chaleur. Et donc, ça permet, quand il y a beaucoup d'arbres, quand il y a des forêts, de filtrer une bonne partie de cette pollution de l'air. On dit en général, dans une ville, ça peut baisser de 10 à 15 le niveau de pollution. Et c'est ce qu'on prévoit que ça va augmenter avec les changements climatiques. Alors, c'est quand même important de garder ce filtre naturel-là. Ici, on est à Extension 92. C'est par ici que passait le tramway de la Chine, la ligne 92, la Chine Extension par le passé, jusque dans les années 50. Les citoyens fréquentent régulièrement ce site-ci parce qu'ils viennent porter leurs enfants, puis l'accès à la cour d'école se fait par le milieu du terrain. Il n'y avait pas grand-chose ici sauf du gazon et puis les grands érables argentés qui poussaient. Fait qu'il y a des citoyens qui se sont mis ensemble, qui ont proposé un projet à l'arrondissement et on a pu obtenir du financement pour réaliser ce projet-là en collaboration avec les parents de l'école puis les citoyens autour. Il y avait envie d'avoir des petits espaces de détente. Il y avait envie d'avoir du mobilier pour s'asseoir. On a posé un hôtel à insectes, on a posé une bibliothèque de rue. Et puis en termes de verdissement, bien là, on a été ajouté 29 nouveaux arbres d'une vingtaine d'espèces différentes. Les citoyens voulaient avoir des arbres fruitiers, donc on a planté des poiriers, des pommiers, des cerisiers, des amélanchiers. Puis on est venu vraiment varier aussi pour offrir une relève aux grands érables argentés qui bordent la cour d'école. On sait que les changements climatiques vont augmenter la durée, la fréquence, l'intensité puis la répartition des événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt. Puis on sait que ces événements-là ont des conséquences directes et indirectes sur la santé humaine. Les vagues de chaleur au Québec d'ici 2065 vont probablement causer plus de 20 000 décès en excès, des décès prématurés, donc des gens qui ne devraient pas mourir. Puis on sait très bien que la majorité des décès surviennent dans des endroits qui ont une canopée urbaine très faible, des endroits où il y a des îlots de chaleur, où la température ambiante est beaucoup plus élevée. Et ça, c'est de notre propre chef. On a causé des environnements où le béton est roi et que les arbres sont plutôt rares. Et ça, bien, ça a des conséquences directes sur la santé des gens. Il fait plus chaud, le corps a plus de misère à s'adapter, conséquences des décès qui sont évitables. Le fait d'avoir des végétaux vont permettre d'atténuer ces problématiques-là. Donc, plus on a de plantes en milieu urbain, plus c'est végétalisé, plus la température de l'air diminue. Donc, et on connaît l'impact que les températures élevées ont sur les populations vulnérables. Donc, le fait d'avoir des plantes va permettre de garder des températures plus faibles en milieu urbain et donc de réduire ces problématiques de santé publique-là. Ce qui est fascinant avec les arbres, c'est qu'il y a peu de médicaments en fait, qui sont capables de rivaliser avec le potentiel qu'offrent les arbres pour la santé. On le sait que la présence d'arbres, le contact avec les espaces verts, quand on vit proche de ces environnements-là, on diminue nos risques d'obésité, de diabète, d'hypertension. C'est des maladies qui sont très fréquentes dans la population générale. Les gens qui vivent près des espaces verts sont généralement beaucoup plus actifs physiquement, ce qui a plein de bienfaits pour la santé. Et on sait aussi que le contact avec les arbres diminue les risques de faire des dépressions, diminue le stress. Puis chez les enfants, ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui vivent dans des environnements qui sont plus verts sont généralement plus concentrés, ont des meilleures performances scolaires, puis ça peut diminuer les symptômes de TDAH. Le bienfait d'une infrastructure minéralisée va se dégrader avec le temps parce que l'infrastructure va vieillir. Dans le cas des systèmes végétalisés, plus le système prend de l'âge, plus les arbres vont se développer, plus les plantes vont se développer, et donc plus elles vont être efficaces
à jouer leurs bienfaits. Et souvent, les besoins d'entretien vont diminuer parce que le système racinaire va devenir plus grand, donc il va avoir moins besoin d'eau. Les plantes vont mieux couvrir le sol, donc il va y avoir moins d'adventices ou de plantes nuisibles qui vont s'installer dans les aménagements. Donc l'entretien pour les infrastructures végétalisées diminue dans le temps tout en augmentant les bienfaits. Des fois, quand je regarde comment les personnes allochtones puis les personnes autochtones regardent la forêt quand ils se promènent, les allochtones sont souvent même « Oh, que c'est beau! » Les communautés autochtones, souvent, moi je vois les aînés comme ça, « que c'est utile! » Il y a vraiment de reconnaître la plante pour ce qu'elle sait faire, pour sa relation avec toi. Parce que même si une plante est en mauvaise relation avec toi, ça veut dire qu'elle peut te faire du mal, elle fait du bien à une autre partie de la forêt. Donc, elle a sa raison d'être. Mais quand tu regardes un peu ce regard-là de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui me touche visuellement, c'est ce qui fait qu'après, on a des pelouses qui produisent rien, qu'on veut propre, puis bien coupé, puis pas de pissenlit, donc on va les arroser. Versus, je regarde juste ce qu'il y a à mes pieds présentement, puis j'ai déjà une plante médicinale, une qui a de la saveur là-bas. Tu sais, je vois des choses qui sont en relation avec moi. On pense toujours quand on marche dans un milieu humide qu'on va avoir les pieds dans l'eau et c'est une erreur qu'on fait souvent parce que les gens vont dire « Ah, mais je ne suis pas dans un milieu humide. » Un milieu humide peut être sec à certains moments, c'est juste que dans des périodes de son cycle de vie dans une année, il peut avoir des périodes très humides. Les milieux humides, à la base, ce sont des écosystèmes naturels. De l'eau qui passe à travers un milieu humide souvent va être épurée. On dit souvent les milieux humides, c'est comme les reins de la planète. Les milieux humides, c'est des gros puits de carbone. Donc, on estime qu'à peu près le tiers du carbone terrestre, en fait, est séquestré dans les tourbières. C'est aussi des habitats pour les poissons, plusieurs types d'insectes, d'animaux. C'est des îlots de fraîcheur dans des environnements plus urbains. Donc, il y a une multitude de services que les milieux humides fournissent, mais essentiellement associés à la qualité et la quantité d'eau. Beaucoup de villes maintenant vont avoir à créer des bassins de rétention. Dans le fond, c'est pour essayer de gérer l'eau, ce que les milieux humides faisaient avant qu'on les détruise. Quand on pense aux infrastructures naturelles, souvent, on va essayer de monétariser les services écosystémiques, essayer de voir si c'est plus rentable d'avoir une usine de canalisation qui va retenir son eau ou d'avoir un milieu naturel qui pourrait le faire à la place. On se retrouve à tomber dans une espèce d'approche comptable un petit peu de nos milieux naturels. Puis il ne faut pas sous-estimer l'importance du sentiment, le sense of place, le sentiment de se trouver quelque part et de vivre un moment, de vouloir amener mon enfant voir une grenouille. Ça ne se quantifie pas du tout, puis ça, c'est vraiment associé au bien-être puis au plaisir de vivre en milieu naturel. Puis ça, c'est un élément qu'on ne calcule pas nécessairement, mais je suis convaincu que tout le monde a une petite voix au fond de sa tête qui dit que ça fait bien du sens de se dire que maintenir en fait des milieux naturels juste parce que c'est beau puis on se sent bien, c'est pas difficile à convaincre les gens pour ça, en tout cas. La nature sait comment fonctionner par elle-même. Je pense qu'on doit lui laisser la chance de faire ce qu'elle fait de mieux. Je pense qu'on n'a jamais ressenti autant que dans les 2 dernières années qu'on a besoin d'arbres, on a besoin de parcs, on a besoin d'infrastructures naturelles, on a besoin de toits végétalisés parce qu'on n'a jamais eu autant cet appel à la nature-là. Donc, c'est pas de sortir des villes qu'il faut faire, c'est de ramener la nature, de lui permettre de rentrer dans les villes.